Nous sommes au beau milieu de la nuit, mardi 29 juillet 2025. À Orvault, juste à côté de Nantes, tous les lampadaires sont éteints depuis minuit. Dans l'obscurité, deux véhicules traversent rapidement la commune. Une vieille berline, précédée d'un monospace. Ils viennent tous les deux de Plessé, à 38 km de là. Soudain, des gyrophares s'allument. Ce sont les gendarmes, appuyés par les hommes du GIGN, qui leur font signe de s'arrêter. Il ne s'agit pas là d'une simple affaire d'excès de vitesse, mais bien de l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête. Car à l'intérieur des véhicules, les enquêteurs trouvent exactement le butin qu'ils cherchaient. Le lendemain, les gendarmes nous envoient les photos d'une partie de la cargaison interceptée. Des câbles volés, tellement de câbles que la voiture est complètement affaissée. 2 tonnes de cuivre fraîchement dérobées, à Plessé, où une alarme avait discrètement alerté les gendarmes. Il y en a pour des milliers d'euros, rien que sur la photo. C'est tout un réseau qui va finir par tomber. Cette affaire illustre un mal qui ronge la France depuis des années. Dites-vous que le jour où vous allez regarder cette vidéo, au moins 6 vols de câbles auront eu lieu dans l'Hexagone. 6 vols de câbles quotidiens en France recensés par la gendarmerie, c'est la moyenne. En une année, cela fait des milliers de kilomètres de câbles qui disparaissent, avec forcément des conséquences sur notre quotidien. Des milliers de voyageurs doivent s'adapter. 10 lampadaires sont hors service, dépouillés de leurs câbles. Les cambrioleurs ont notamment vandalisé l'un des 2 fours de fusion de l'entreprise. Vous n'y pensez pas tous les jours, mais en fait, les câbles en cuivre sont partout autour de nous. Parce qu'ils sont de très bons conducteurs d'électricité. Cela peut être la signalisation ferroviaire, une vieille connexion à Internet, le câble de recharge de votre voiture, l'éclairage public dans votre rue, l'alimentation du feu au carrefour en bas de chez vous, les panneaux photovoltaïques, les data centers. Je m'arrête là. En fait, plus la société développe l'électrique, plus le câble en cuivre devient indispensable. La demande mondiale grimpe fortement, et donc forcément, le cours du cuivre bat record sur record. Il y a 10 ans, une tonne de cuivre pur valait un peu plus de 4 000 $. Elle dépasse désormais fréquemment les 12 000 $. Et les droits de douane de Donald Trump décuplent le phénomène. Celui qui possède du cuivre aujourd'hui a entre les mains ce que certains appellent de l'or rouge. Voilà pourquoi il est volé à grande échelle. Alors oui, pour être honnête avec vous, quand j'ai parlé de ce sujet autour de moi, on m'a parfois dit « c'est pas nouveau ton truc ». Et c'est vrai. Mais quand je pose la question « pourquoi encore là ?» En 2025-2026, le phénomène ne faiblit pas, et surtout comment tout cela est organisé, là, j'ai beaucoup moins de réponses. Il y a donc matière à enquêter. On a essayé de suivre la route de nos câbles volés. J'ai donc décidé de commencer cette enquête ici, près de cette trappe que vous voyez, a priori anodine, qui se trouve en bord de départemental, près de la commune des Fougerêts, dans le Morbihan. En fait, là-dessous, vous avez des kilomètres et des kilomètres de câbles en cuivre qui alimentent en connexion Internet toute la zone. Si je vous montre tout ça, c'est parce que ces câbles n'ont pas été volés une fois. Ils ont été volés 5 fois en moins de 2 ans, privant les 1000 habitants de la commune des Fougerêts de toute connexion Internet. Vous imaginez forcément la colère du maire qui va me rejoindre. Bonjour monsieur le maire, Bonjour Monsieur Cruard. c'est donc là. Oui, effectivement, c'est là l'objet du délit. Donc ils ouvrent les trappes, ils coupent de chaque côté, tout simplement, et puis ils tirent sur le câble. Ça fait 5 fois en 2 ans, c'est pratiquement 1 an de coupure sur les 2 dernières années. Donc c'est exaspérant. Pourquoi il n'y aurait pas une 6e fois quand la fibre est prévue pour fin 2026 chez nous. Donc vous voyez, on a encore 1 an. C'est effarant, quoi. D'ailleurs, je ne vais pas essayer de les ouvrir. Normalement, il y a des alarmes qui ont été installées désormais. Bilan des dégâts, des milliers d'euros de réparation pour l'opérateur. Mais aussi un coût pour les habitants et les entreprises de la commune. Bien plus difficile à chiffrer. Si on couple ici, la commune est totalement isolée, quoi. Les gens qui sont en télétravail, donc ça c'est plus possible, donc on ne peut plus travailler, quoi. Voilà, c'est une mairie à l'arrêt quand il n'y a plus de téléphone. Ce sentiment vraiment d'abandon de nos communes rurales là, compte tenu de ces faits-là, quoi. C'est vraiment pénible, quoi. L'exemple des Fougerêts est malheureusement un cas d'école. 40% des vols de câbles ont lieu en bord de route selon les gendarmes. Et au rang des principales victimes, on retrouve encore en 2025 l'opérateur Orange.
Ouais, l'échelle nationale, c'est environ 2700 km de réseau qu'il a fallu reconstruire en 2025. Il y a un vol à peu près tous les 2 jours et demi en Bretagne, donc c'est assez considérable. Parce que derrière, en fait, ce sont des très gros chantiers de reconstruction. Ça veut dire que vous avez des techniciens qui font quasiment que ça, quoi. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Alors qu'il pourrait être utile, en fait, pour faire d'autres choses sur la maintenance du réseau. La bonne nouvelle, c'est que la fibre, c'est bien moins intéressant pour les voleurs que le câble en cuivre qui fournit la DSL. Et le réseau cuivre devrait être totalement arrêté d'ici 2030. Mais les malfaiteurs ont déjà trouvé des alternatives. L'autre cible principale, c'est la SNCF. Quand les câbles de signalisation sont volés, c'est tout le trafic sur la ligne qui s'arrête. C'est ce qui s'est passé à Lille, avec l'Eurostar en juin, ou encore avec le TGV Sud en septembre. Le bilan total des dégâts est chiffré, à minima 20 millions d'euros par an, et 800 000 minutes de retard en cumulé. Il ne faut pas oublier les vols sur les chantiers, dans les entreprises, et il y a une dernière cible à la mode qui commence à vraiment inquiéter les autorités. Les bornes de recharge des voitures électriques. Regardez ça. Ils y sont clairement allés à la disqueuse. On est à Melun, en Seine-et-Marne, et c'est pas la première fois que ça arrive ici. Vous voyez, effectivement, 3 câbles comme ça, multipliés par 2 mètres de long, ça fait un peu de cuivre. Ça va leur rapporter peut-être entre 50 et 100 euros au marché noir, sûrement. Alors que nous, la réparation de cette borne, c'est environ 5 000 euros. Le phénomène, il est en train de s'accélérer partout. Au fur et à mesure qu'on installe des bornes, et on est un peu démunis, il faut bien le reconnaître. On ne va quand même pas condamner cette utilité publique que sont les bornes de recharge sous prétexte qu'on se fasse voler le cuivre. En décembre dernier, rien que dans ce département, une vingtaine de stations a été pillée dans un rayon de 10 km. Ce que dénonce cet élu de Seine-et-Marne, des géants comme Tesla ou Total y font face aussi. Bref, au fil des années, les voleurs s'adaptent aux nouveaux gisements de cuivre. Et face à la traque permanente des gendarmes, vous allez voir que les méthodes des malfaiteurs deviennent de plus en plus élaborées. Revenons à l'arrestation spectaculaire d'Orvaux, dont on parlait en début de vidéo. Ces photos ont fait des millions de vues sur nos réseaux sociaux. Mais comment les malfaiteurs ont-ils pu dérober de telles quantités de cuivre pendant des mois? En réalité, ces hommes étaient impliqués dans une vingtaine de vols de câbles dans la zone. Ils volaient presque de manière industrielle. En fait, avant d'intervenir, les gendarmes de Nantes les ont observés pendant un mois, en toute discrétion, afin de pouvoir les arrêter en flagrant délit. On a mis en place pendant ce mois-là beaucoup de techniques spéciales d'enquête et pose de moyens de géolocalisation en temps réel. On en avait sur un véhicule, on en avait également sur des lignes téléphoniques. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils ont pu parfaitement retracer le mode opératoire d'un réseau d'une dizaine de personnes. Sur ce dossier-là, on a effectivement bien remarqué qu'il y avait vraiment une organisation, il y avait un meneur, des gens qui venaient plutôt pour faire la main-d'œuvre. Et ensuite, il y a une personne ou plusieurs personnes qui viennent récupérer et qui rachètent le cuivre au kilo. Pour résumer, une première équipe fait du repérage durant la journée, tandis qu'une autre gère plutôt la logistique. Camionnette, disqueuse pour couper les câbles. La nuit du vol, les hommes ouvrent la première trappe ciblée et coupent le câble. Quelques centaines de mètres plus loin, ils ouvrent une seconde trappe, coupent de nouveau et n'ont plus qu'à tirer avec leur véhicule. Le câble est très vite découpé en morceaux pour être transporté. Un premier véhicule part à vide pour indiquer au second véhicule qui lui transporte les câbles si la voie est libre. Enfin, très vite, les gaines des câbles sont brûlées pour effacer les traces de l'origine du cuivre. À partir du moment où ils sont extraits de la gaine et qu'il y a juste le cuivre qui est sorti, c'est intraçable. Mais qui se cache derrière un tel système? Qui sont ces voleurs que l'on retrouve aux quatre coins du pays? Appartiennent-ils tous à une même organisation, à une sorte de mafia internationale du cuivre? Ou sont-ils de simples opportunistes locaux? Cette question, je suis allé la poser au porte-parole de la Gendarmerie nationale, qui a passé en revue les dernières affaires juste avant notre interview. On a toujours des personnes qui sont de façon très opportuniste en local, auteurs de ce type de faits. En parallèle, on a bien des personnes qui, elles, sont dans un cadre international et qui sont sur le territoire pour commettre ces faits. On a vraiment les deux qui cohabitent, qui coexistent. En fait, il existe à la fois des équipes locales, itinérantes, qui volent dans une zone, puis dans une autre, et ainsi de suite. Il y a aussi des personnes venues spécialement d'Europe de l'Est pour dérober le cuivre français. La preuve, à Nantes. Quand il y a des coups de filet comme ça, les délinquants retournent se mettre au vert dans leur pays
quelques temps et puis ils reviennent un peu plus tard. Sur notre opération judiciaire, il y a des objectifs qu'on n'a pas eus sur le moment, qui étaient déjà dans le dossier, qui sont partis dans leur pays se mettre au vert. Des profils différents, mais une question commune. Comment revendre toute cette marchandise recherchée par les autorités? C'est là qu'un nouvel acteur entre en jeu, le ferrailleur ou le recycleur de métaux. On parle ici des entreprises qui achètent du cuivre sous toutes ses formes pour ensuite le recycler directement ou l'envoyer à un recycleur. À une époque où les métaux sont très recherchés, ce sont des acteurs économiques de plus en plus stratégiques. Mais ils sont aussi perçus par les malfaiteurs comme de potentiels acheteurs pour leur cuivre volé. Depuis une dizaine d'années, on nous dit que c'est un domaine d'activité qui est très encadré. J'ai voulu vérifier. Oui, bonjour, je réalise une enquête sur le vol de câbles en cuivre. Ça vous intéresse pas? Non, merci. Bon, ça commence mal, sujet un peu sensible visiblement. Moi, j'autoriserai pas de vidéo chez moi. Il n'y a rien de mieux pour attirer l'œil, on va parler de nous et c'est nous qui allons nous faire voler, nous faire cambrioler, et ainsi de suite. Vous êtes la première cause à tout ça. De pire en pire. Et je vous passe les mails sans réponse. Même la Fédération des recycleurs n'a pas pu ou voulu m'accueillir. C'est donc anonymement qu'un ferrailleur a répondu à ma question. Que se passe-t-il quand un potentiel voleur vient vendre des câbles à l'origine douteuse? Soit on a un doute et on refuse, soit on est sûr et on appelle les flics. Et il y a aussi le non-paiement en liquide. C'est fini, ça n'existe plus de payer en liquide. Même les forces de l'ordre, quand il y a un vol qui s'est produit sur un secteur, ils nous envoient des réquisitions et on leur envoie la liste de tous les achats qu'on a fait de la matière sur des secteurs. On dit que c'est monsieur Dubon qui nous a livré 14 kilos de cuivre avec la voiture immatriculée AA123BB. On a sa carte d'identité, on a tout. Et malgré tout ça, il y a quand même des voleurs qui parfois tentent de vous revendre du cuivre volé. Bien sûr, mais c'est l'humanité. Ce que je comprends, c'est qu'il est de plus en plus difficile de revendre des câbles volés en France. Mais aussi que des voleurs ou des intermédiaires continuent malgré tout de tenter leur chance. Et il suffit qu'un tout petit pourcentage de ferrailleurs ferment les yeux pour que tout un trafic perdure. On l'a vu à Lille en mars 2025. Sur ces photos, la découverte chez un ferrailleur de plusieurs tonnes de câbles de l'entreprise Orange volés quelques semaines plus tôt. Il est même arrivé qu'un ferrailleur devienne carrément le maillon fort d'un réseau parfaitement orchestré. Je fais allusion à l'un des plus gros vols de cuivre organisés ces dernières années en France. Il date d'il y a seulement quelques mois et presque personne n'en a entendu parler. Je me trouve en Seine-Saint-Denis dans une zone industrielle au niveau de la ville de Sevran et j'essaie de prendre contact avec 7 entreprises spécialisées dans les télécoms et dans les câbles qui depuis quelques mois est totalement injoignable. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Bon, évidemment pas de réponse. Cette société est accusée d'avoir pris part au vol de plus de 180 tonnes de cuivre appartenant à Orange entre 2024 et 2025. Pour vous donner une idée, c'est environ 90 fois la voiture pleine de câbles arrêtée près de Nantes. Si vous tapez le nom de la société sur internet, vous noterez qu'elle est très mal notée sur Google. Pourtant, elle a été choisie comme sous-traitant pour retirer les câbles en cuivre du réseau en Île-de-France. Un chantier colossal. Voici comment cette société aurait procédé. Selon les informations de Frédéric Crotta, le journaliste du site L'Informé, qui a révélé les détails de cette affaire. Quand ces employés arrivent sur un chantier, la première chose qu'ils font, c'est de déclarer un vol. Évidemment, ce vol n'existe pas. Et le temps que les gens d'Orange viennent sur le chantier, les employés déposent le câble et se l'approprient. C'est-à-dire qu'effectivement, ils le volent. Du coup, ils le volent comme si de rien n'était. Et surtout, parmi les employés de cette société, il y avait, selon les sources du journaliste, un homme au nom bien connu des services de police, un certain Mehdi Hornek. Le clan Hornek, c'est le surnom donné à une famille largement associée au grand banditisme en Île-de-France, dans les années 90-2000. Certains de ses membres ont été condamnés pour vol, braquage ou trafic de drogue. Mehdi Hornek s'était lui spécialisé dans le recyclage de métaux ces dernières années. Et il avait fondé une société à Stein, en Seine-Saint-Denis. Mehdi Hornek a pris les tuyaux de cuivre qui avaient été dérobés et les a vendus en Espagne et ça a permis en fait de récupérer des sommes relativement importantes. Ils ont fait transiter l'argent récupéré par le vol par des sociétés écrans, de multiples sociétés écrans qui leur ont permis comme ça d'échapper au contrôle du fisc.
Précisons qu'il s'agit du récit des enquêteurs et que dans cette affaire, les accusés bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Mais vous connaissez le comble dans cette histoire? C'est que l'entreprise de Mehdi Hornek a longtemps été localisée à seulement quelques centaines de mètres du commissariat de Stein. Pour vous donner une idée des montants en jeu dans ce genre d'affaires, je vais vous montrer ce que la gendarmerie vient de saisir dans l'Oise en Île-de-France. Car c'est une histoire assez comparable, avec des câbles de l'opérateur Orange détournés du recyclage et revendus via une société sous-traitante. Sur ces photos, il y en a pour 2,6 millions d'euros d'avoirs criminels. Ce château, des véhicules haut de gamme, des motos, de l'argent liquide, ces histoires sont spectaculaires et inquiétantes, car dans les années à venir, Orange va avoir des tonnes et des tonnes de câbles à recycler dans le pays avec l'arrivée de la fibre. Mais organiser de tels trafics en France, c'est aussi prendre le risque de se faire arrêter, tant la surveillance a été durcie ces dernières années. Un voleur de câbles risque jusqu'à 3 ans de prison. La solution pour les malfaiteurs est donc de faire partir la matière et l'argent en dehors de nos frontières. Là, on est vraiment sur le frontalier. L'Espagne, comme les Pays-Bas aussi, avec l'ouverture maritime, la façade maritime vers les ports. La Belgique, peut-être parce que ça peut être un hub également d'acheminement vers ensuite l'ensemble de l'Europe et ou les pays de l'Est. Ce sont des zones dans lesquelles il va y avoir un traitement qui va être fait de la matière. Et également, il reste le réseau vers les pays d'Afrique, là via les ports. Donc le port du Havre pour ce qui concerne la France, mais on a également Anvers ou Rotterdam qui permettent d'acheminer ces matières éventuellement vers le continent africain. Le cuivre volé à Morbihan par exemple, il est possible qu'il soit sorti du territoire français. Potentiellement, oui. Bon ok, le cuivre volé au Fougeray au début de cette vidéo a peut-être quitté la France. Mais transporter des tonnes et des tonnes de cuivre vers l'étranger, ça doit pas être simple, non? Sauf si vous reprenez les méthodes du trafic de drogue. On est sur l'organisation d'un convoi, qui est un peu comparable à ce qu'on peut trouver dans le narcobanditisme avec un procédé de go-fast, un véhicule ouvreur, derrière une porteuse, et comme ça, un premier véhicule qui lui n'est pas chargé, qui permet de renseigner sur ce qu'il y a sur la route, et un deuxième véhicule qui lui est chargé et qui suit à distance et qui pourra éventuellement varianter. Donc si on résume le parcours de notre câble en cuivre volé, ça pourrait ressembler à ça. À la base, des voleurs de plus en plus organisés, souvent des équipes itinérantes en France, ou des individus qui viennent de l'étranger, essentiellement d'Europe de l'Est. Le câble est dérobé, puis vient l'étape du ferrailleur, pour travailler le cuivre et effacer les traces. Soit il est fondu en France, mais c'est de plus en plus difficile, soit les câbles sont envoyés directement vers l'étranger, où les contrôles sont parfois moins stricts. Belgique, Pays-Bas, Espagne, voire directement pays de l'Est ou Afrique du Nord. Puis le cuivre est vendu à l'international, et l'argent récolté est éventuellement blanchi à travers des sociétés écrans, afin de devenir intraçable. Et cette organisation n'est pas du tout une spécificité franco-française. Ce que vous voyez, c'est une vidéo de la chaîne YouTube de la police espagnole, publiée il y a quelques mois. Les individus interpellés sont les membres présumés d'un groupe de voleurs baptisé la Mafia del Cobre, la mafia du cuivre. Là-bas, les vols de câbles avaient carrément provoqué des coupures d'eau et d'électricité. La police espagnole décrit elle aussi une organisation par cellules, avec des éclaireurs, des voleurs, des fondeurs, puis une exportation vers des pays étrangers, par les ports, en l'occurrence, ici vers la Turquie. Conclusion, de nombreuses polices européennes font face au même phénomène. Elles collaborent quand elles le peuvent, mais pour l'instant, il existe assez peu d'opérations recensées à l'échelle d'Europol. Je suis allé regarder, le site internet parle d'un coup de filet en 2018 dans plusieurs pays dont la France. Mais c'est tout. Alors la gendarmerie française peut-elle vraiment enrayer à elle toute seule un phénomène devenu international? Ce qui est difficile avec le vol de cuivre, c'est sa répartition sur le territoire. Bien que la gendarmerie couvre une partie importante du territoire, on ne peut pas couvrir les centaines de kilomètres de cuivre qui sont sous terre ou dans les airs. Elle est là la difficulté. C'est pour ça que c'est un travail partenarial avec les différentes sociétés, puisque ce sont bien des personnes morales qui sont principalement concernées. Et donc on essaye de prévenir. Elles mettent en place des dispositifs, elles, en propre. Les victimes potentielles doivent donc elles-mêmes s'équiper, à l'image de la SNCF, qui a présenté son arme fatale dans sa lutte contre les vols de câbles il y a quelques semaines. Les drones. L'entreprise avait invité toute la presse en pleine nuit en novembre dernier pour nous faire la démonstration de leur efficacité. On a un véhicule et ici on a une personne qui marche. Le drone d'Altamétris a détecté un véhicule suspect à la sous-station de Tivernon. On a prévenu la police ferroviaire qui a déclenché une équipe qui va venir intervenir pour contrôler. C'est l'autre facture des vols de câbles.
les millions d'euros que nous mettons sur la table pour protéger le cuivre menacé. À la SNCF, le budget surveillance est devenu très important. Nous dépensons à peu près 100 millions d'euros par an pour la surveillance du réseau. Et si je devais illustrer l'efficacité de ces mesures, depuis l'été, nous avons arrêté 4 réseaux de voleurs de câbles, de cuivre. Mais ces opérations également permettent beaucoup de dissuasion. La SNCF a ses drones, les opérateurs comme Orange installent des alarmes sur leurs trappes qui signalent les vols, et la société Tesla teste, elle, la projection de peinture indélébile sous pression pour quiconque sectionne un câble de recharge électrique. Alors est-ce que tout cela suffira? Rien de garanti au regard des capacités d'adaptation des voleurs découvertes au cours de cette vidéo. Les gendarmes ont coutume de dire que le nombre de vols suit l'évolution des cours du cuivre. Si cette maxime se vérifie, alors on n'a pas encore tout vu. Car le cuivre risque d'être encore plus demandé. Certes, avec la fibre, on a réussi à s'en passer pour Internet, mais pas encore pour le transport d'électricité ou la fabrication de certains composants électroniques. L'ONU prévoit même une augmentation de 40% de la demande mondiale avec la transition énergétique. Une transition qui se retrouve aujourd'hui menacée par les coups de disqueuses nocturnes de groupes de plus en plus organisés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez des idées de sujets qui vous intriguent et sur lesquels éventuellement on pourra enquêter, n'hésitez pas à nous les signaler en commentaire. Et puis si vous aimez nos longs formats, sachez qu'on en a d'autres qui arrivent bientôt. Alors abonnez-vous!